Tout d'abord, je vous remercie de m'offrir l'opportunité de m'exprimer. Je suis heureux d'avoir l'occasion de m'adresser aux Français et aux gens du monde entier à propos de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima et des énergies du futur. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, comment aviez-vous vécu ce moment dramatique de la catastrophe de Fukushima, un jour après cette autre catastrophe qu'avaient été le séisme et le tsunami? Au moment où il s'est produit, j'étais au Parlement, à la commission des comptes, et je répondais à des questions qu'on me posait. Il y avait là plusieurs grands chandeliers qui ont commencé à se balancer. Ils se sont balancés. J'étais inquiet qu'il ne tombe, blessant les personnes se trouvant en dessous. J'ai eu l'impression que c'était après un long moment, mais en fait, en réalité, c'était seulement 3 ou 4 minutes après. Le président de la commission a décidé de lever la réunion. La résidence officielle du Premier ministre se trouve juste à côté du Parlement. Et au sous-sol, il y a un centre de gestion de crise. Je m'y suis donc hâté. Un grand nombre de personnes s'y trouvaient déjà. Et j'ai obtenu plusieurs informations à propos des informations à propos de l'intensité du tremblement de terre. Et on m'a parlé aussi du risque d'un tsunami. Concernant les centrales nucléaires, au départ, on m'a annoncé que lorsque le séisme s'est produit, plusieurs centrales s'étaient arrêtées selon la procédure prévue. Le dispositif de sécurité avec les barres de contrôle avait bien fonctionné et les centrales s'étaient arrêtées comme prévu. Je me souviens combien j'avais été soulagé en apprenant cela. Mais 40 ou 50 minutes plus tard, j'ai été informé que la centrale de Fukushima n'avait plus d'électricité du tout et qu'en outre, les systèmes de refroidissement avaient arrêté de fonctionner. J'ai eu cette information donc. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu froid dans le dos. J'en ai encore des frissons quand j'y repense. Je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, mais à l'université, j'étudiais la physique. Et concernant le nucléaire, je possédais les connaissances de base d'un étudiant en physique. Une coupure d'électricité et l'arrêt des systèmes de refroidissement, c'est ce qui provoque l'entrée en fusion des réacteurs, et cela, je le savais. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'après le tremblement de terre, en à peine 4 heures, le réacteur numéro 1 de la centrale d'Aichi est entré en fusion. Et le lendemain, il y a eu une explosion d'hydrogène dans le premier réacteur, dans l'après-midi. Puis le 14, une autre explosion d'hydrogène s'est produite dans le troisième réacteur. Puis le 15, l'ancêtre de confinement du deuxième réacteur a été endommagé et quasiment au même moment, une explosion d'hydrogène s'est produite dans le quatrième réacteur. Je vais vous exposer cela graduellement, étape par étape. Donc après le tremblement de terre, et en à peine 100 heures, donc, les réacteurs de 1, 2 et 3 de Fukushima sont entrés en fusion et il s'est produit des explosions d'hydrogène dans les réacteurs 1, 3 et 4. C'était la première fois au monde que plusieurs réacteurs entraient en fusion en même temps. En outre, dans le cas de l'accident de Fukushima, les choses ne se sont pas arrêtées à l'entrée en fusion des réacteurs. Les combustibles fondus ont transpercé des cuves en acier qui ont plus de 15 cm d'épaisseur. Et donc ils sont descendus jusqu'à l'enceinte de confinement et ils sont tombés en dessous.
C'est ce qu'on appelle le maelstrom. Dans ce déroulement que vous nous décrivez très précisément, sur le moment, vous aviez une information aussi exacte de ce qui se passait? Non. À l'époque, nous ne savions pas comment, suite à l'accident, les choses évoluaient dans la centrale. Nous n'avions quasiment aucune information exacte. Par exemple, en ce qui concerne le réacteur numéro 1, le premier à être entré en fusion, le 11 au soir, à 22 heures, on nous disait que dans la cuve, les combustibles étaient encore émergés dans l'eau. Par la suite, nous avons appris que la jauge de niveau d'eau était déréglée ou ne fonctionnait plus. En réalité, il n'y avait déjà presque plus d'eau dans la cuve. On ne l'a su qu'après. Pour beaucoup de raisons, parmi lesquelles les problèmes liés au dispositif de mesure défectueux, nous ne disposions pas d'informations exactes. Il y a principalement 3 raisons. La première concerne les appareils de mesure qui, à cause de la coupure d'électricité, ne fonctionnaient plus bien, où on ne pouvait plus lire les valeurs parce qu'il faisait noir. Il faisait vraiment tout noir. La première raison tient donc au dysfonctionnement même des équipements de mesure. La deuxième raison est que les informations que les gens du terrain émettaient m'étaient transmises à travers plusieurs intermédiaires, le siège de TEPCO, puis les organes de l'administration. Donc les informations ne m'arrivaient via TEPCO, l'administration seulement. Les informations n'étaient pas correctement relayées. La troisième raison est que le siège de TEPCO a délibérément caché les informations qui leur effraient du tort et ne transmettait que celles qui les arrangeaient. Chez TEPCO, la tendance à la rétention d'informations était très marquée. Un exemple, pour illustrer la troisième raison que je viens d'exposer, le site de Daiichi et le siège de TEPCO étaient en liaison permanente 24 heures sur 24 grâce à un dispositif vidéophonique. TEPCO possède donc tous ces enregistrements, toutes ces archives. Jusqu'à aujourd'hui, TEPCO n'a cependant rendu public qu'une partie. Quand on demande à consulter le reste des archives, TEPCO allègue qu'il s'agit de documents privés. Mais c'est se moquer du monde. TEPCO, en fait, veut cacher ce qui lui est défavorable. C'est là la vraie raison. Plus précisément, à ce moment-là, la pression dans l'enceinte de confinement ne cessait d'augmenter. Selon TEPCO, il était nécessaire de faire fonctionner le système de ventilation. Je m'étais entouré de spécialistes pour me conseiller. Ces derniers m'ont expliqué que l'accroissement de la pression risquait de provoquer une explosion qui causerait des dégâts considérables. J'ai donc donné le feu vert pour la ventilation. Pourtant, 3 heures et même 5 heures après notre feu vert, le système de ventilation n'avait toujours pas été mis en marche. J'ai alors demandé à TEPCO pourquoi il ne fonctionnait toujours pas. On m'a répondu, on ne sait pas. Je n'arrivais pas à obtenir de réponse précise. Nous en étions à ce type d'échange. Alors je me suis dit qu'il était impossible de communiquer de façon satisfaisante en passant par l'intermédiaire du siège de TEPCO. J'ai estimé qu'il était nécessaire de communiquer directement avec les responsables sur le terrain. C'est pourquoi le 12, tôt le matin, je me suis rendu sur le site de Daiichi. En fait, vous avez pris la responsabilité des opérations parce que la compagnie TEPCO ne le faisait pas.
L'une des raisons est effectivement que je n'obtenais pas d'informations précises de la part de TEPCO. Mais il y avait une autre raison. Lorsqu'il se produit un désastre majeur, il y a une loi qui prévoit qu'un conseil d'urgence soit constitué et qu'il soit présidé par le Premier ministre. Il m'incombait ainsi de trancher sur les mesures à prendre, comme par exemple définir le rayon de la zone d'évacuation de la population. C'était à moi de prendre les décisions définitives. J'estimais qu'il était trop risqué de prendre ces décisions sans pouvoir me fonder sur des informations précises et fiables. C'était trop risqué. C'est donc pour ces deux raisons que j'ai jugé nécessaire de m'entretenir directement avec les responsables sur le terrain. Vous avez décidé l'évacuation de la zone autour de Fukushima Daiichi. À ce moment, vous aviez déclaré que vous craigniez que Tokyo soit contaminé. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là? C'est ce à quoi j'ai pensé en premier lieu. La première de mes préoccupations était de saisir l'ampleur des conséquences de l'accident, de réussir à en circonscrire les limites. Quand j'étais seul, face à moi-même, cette question me devenait lancinante. À ce moment-là, dans ma réflexion, j'ai pris pour référence l'accident de Tchernobyl. J'avais en effet lu un certain nombre de rapports sur le sujet. Dans le cas de Tchernobyl, il s'agissait certes d'un très grave accident, mais il n'impliquait qu'un seul réacteur. Dans le cas de la centrale de Fukushima, l'accident concernait 4 réacteurs. De plus, si le contrôle de la situation sur le site de Daiichi était perdu, le site de Daini risquait également d'être touché. Le danger était donc de perdre le contrôle sur 10 réacteurs et 11 piscines de stockage de combustible usé. Si nous ne réussissions pas à garder le contrôle sur ces 10 réacteurs et ces 11 piscines de stockage, nous risquions d'avoir des fuites radioactives des dizaines, voire des centaines de fois supérieures à celles de l'accident de Tchernobyl. Voilà ce que j'avais à l'esprit. Dans ce cas de figure, il aurait fallu évacuer non seulement Tokyo, mais tout l'est du Japon. Très tôt, c'est ce scénario que j'avais en tête. Nous avons une commission dénommée Commission de sécurité, de sûreté nucléaire. J'ai demandé à son président, M. Kondo, en qualité de spécialiste, d'effectuer une simulation de ce qui pouvait arriver dans le pire des cas. Dans le rapport qu'il m'a remis, il recommandait dans le pire des cas d'évacuer la population dans un rayon de 250 km. Tokyo se situe juste à la limite de ce rayon de 250 km. Le nombre d'habitants dans ce rayon de 250 km était de l'ordre de 50 millions de personnes. Je me suis dit qu'il fallait à tout prix faire l'impossible pour éviter d'en arriver là. Le risque était que le Japon, en tant qu'État, se trouve pendant des dizaines d'années considérablement diminué dans ses fonctions fondamentales et qu'un grand chaos s'installe. Voilà ce que j'ai pensé. Pour donner une idée de dégâts provoqués par un accident nucléaire, on ne peut que faire un rapprochement avec les dévastations causées par une grande guerre. Vraiment, c'est la seule comparaison possible. En fait, nous avons une chance énorme parce que le panache radioactif est parti vers le nord-ouest, alors qu'il aurait pu aller vers le sud-ouest et vers Tokyo. Effectivement, le nuage radioactif est parti dans la direction que vous précisez. Cela dit, imaginez qu'en raison du danger, TEPCO ait décidé d'évacuer le personnel sur le site. Dans ce cas, les fuites radioactives auraient concerné 10 réacteurs et 11 piscines de stockage de combustible. La menace aurait donc porté sur un rayon de 250 km. C'est la teneur du
rapport qu'on m'avait remis et ce que j'avais à l'esprit. C'est-à-dire qu'il a fallu obliger TEPCO à maintenir des personnels sur place? Oui, TEPCO nous a demandé d'autoriser l'évacuation du personnel présent sur le site. Et nous avons répondu que nous estimions que ce personnel ne devait pas être évacué afin de s'efforcer de diguer le danger. Nous avons souligné que c'était le pays lui-même qui était menacé. C'était le 15 mars. Je me suis rendu au siège de TEPCO et je me suis exprimé devant les dirigeants de la société. Le peuple japonais avait-il pris conscience que le pays était passé au bord du chaos? La gravité de l'accident a pris de l'ampleur, surtout pendant les 2 premiers jours. Durant ce laps de temps, j'envisageais l'éventualité de devoir faire évacuer la population de Tokyo, mais je gardais ces pensées pour moi et n'en disais rien. Lorsqu'un Premier ministre fait une déclaration de cette gravité, il se doit déjà d'avoir préparé les consignes à donner face à la situation. Ces mesures n'étaient pas définies. C'est pourquoi je n'ai fait aucune déclaration publique durant les 5 premiers jours. Le rapport du président de la commission de sûreté nucléaire m'a été remis quand le danger avait cessé de croître. Et c'est pourquoi je ne l'ai pas rendu public à ce moment-là. Mais par la suite, bien après, j'en ai eu des regrets. Bien après, oui, j'ai les regrets. Comment expliquez-vous qu'aux élections suivantes, les électeurs japonais aient porté au pouvoir un gouvernement favorable à l'énergie nucléaire, après ce qui s'était passé? À l'époque des élections et aujourd'hui encore, près de 70% de l'opinion publique était opposée au nucléaire. Mais comme vous le faites remarquer, aux élections de 2012, le Parti libéral-démocrate a réalisé de très bons résultats, grâce auxquels il est revenu au pouvoir, alors que la majorité de la population est opposée au nucléaire. Le Parlement ne reflète pas cette opinion. C'est vraiment très regrettable. De nombreux petits partis opposés au nucléaire sont apparus. C'est ce qui a entraîné une dispersion des votes. Et au final, cela a bénéficié au PLD pour augmenter le nombre de ses sièges aux élections. Notre position officielle est d'arriver au zéro nucléaire dans la décennie 2030. Nous l'avons décidé il y a déjà un certain temps et nous restons sur cette position. Vous, personnellement, en quoi l'accident de Fukushima vous a-t-il transformé? Cet accident m'a transformé. Ah oui, cet accident m'a considérablement transformé. Avant l'accident de Fukushima, je considérais qu'il fallait utiliser l'énergie nucléaire tout en veillant à être très attentif à la sécurité. Je pensais en quelque sorte de la même manière que le Premier ministre Abe, mais après avoir été confronté à l'accident nucléaire en tant que Premier ministre, parce que j'ai ressenti le danger dans ma propre chair, j'ai diamétralement changé d'avis et je considère maintenant qu'il faut sortir du nucléaire au plus vite. Mais comment le Japon pourrait-il vivre sans le nucléaire qui représentait 28% de sa production d'électricité? À l'heure actuelle, aucun réacteur ne fonctionne et cela n'affecte ni la vie des citoyens, ni l'activité économique. C'est la preuve même que le Japon peut se passer complètement du nucléaire. Juste avant la fin de mon mandat de Premier ministre, j'ai fait passer la loi Feed-in Tariff
grâce à l'adoption de cette loi, qu'il s'agisse d'énergie photovoltaïque ou éolienne, les installations produisant des énergies renouvelables se sont très rapidement multipliées. Pendant encore un certain nombre d'années, nous continuerons à dépendre des combustibles fossiles, à savoir le pétrole et le gaz naturel, mais j'ai la conviction qu'un jour, au final, nous pourrons vivre en exploitant que des énergies renouvelables. Je pense que c'est vraiment possible. Est-ce que les énergies renouvelables, ça suffira? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de mode de vie en réduisant beaucoup plus la consommation d'énergie? Oui, les deux sont nécessaires. Un exemple, la plupart des bâtiments au Japon ne sont équipés que d'un simple vitrage. En Europe, la plupart des bâtiments ont un double ou triple vitrage, ce qui permet une meilleure gestion de la chaleur. Au Japon, beaucoup d'efforts sont mis en œuvre pour développer ces systèmes. Il est nécessaire de réduire la consommation d'énergie par l'adoption de solutions techniques appropriées. Il est également nécessaire de revoir nos modes de vie d'une manière globale pour passer d'un mode de vie requérant beaucoup d'énergie à un mode de vie plus économe en énergie. La source d'énergie la plus abondante de notre planète est l'énergie solaire. L'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur solaire, puis retombe sous forme de pluie, ce qui peut alimenter des barrages, faire pousser des arbres. L'humanité n'exploite à l'heure actuelle qu'une toute petite partie de cette énergie solaire. De nombreuses technologies sont en cours de développement afin de mieux exploiter cette énergie. Je pense que si nous progressons dans ce sens, nous pouvons tout à fait vivre sans ressentir de privation. Nous pouvons tout à fait vivre confortablement grâce aux énergies renouvelables. Une telle société est, je crois, possible. Qu'est-ce qui empêche cette évolution que vous souhaitez finalement? Il y a un lobby du nucléaire au Japon appelé Genshimura. Ce lobby appelé Genshimura tire de très grands bénéfices économiques du nucléaire. Ce lobby exerce une puissante influence sur les personnalités politiques, les journalistes et même les universitaires. Afin de conserver ces privilèges, ce lobby mène des campagnes massives prenant la nécessité du nucléaire et il continue aujourd'hui encore à le faire. Est-ce que le nucléaire et la démocratie, c'est conciliable? J'irai même plus loin. Je doute que plutonium et humanité puissent coexister. Le plutonium n'existe plus à l'état naturel sur la planète. Ce sont les hommes qui, il y a environ 70 ans, se sont mis à le fabriquer à nouveau. Je doute de la possibilité de coexistence entre plutonium et êtres vivants d'une manière générale. C'est vraiment un grand point d'interrogation. Je pense aussi que plutonium et démocratie sont, d'une certaine manière, antinomiques. La raison en est que l'exploitation de l'énergie nucléaire nécessite une très forte concentration du pouvoir, un pouvoir central fort, un pouvoir concentré. Cela requiert vraiment beaucoup d'argent. Concernant la sécurité, si l'on pense par exemple au risque d'attentats terroristes, les installations nucléaires nécessitent une police et une armée extrêmement puissantes. Les énergies renouvelables, quant à elles, sont produites sur des installations éparses. Elles ne nécessitent donc pas une telle concentration de pouvoir.
En avril 2011, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, était venu à Tokyo et avait fait des déclarations sur le nucléaire. Qu'est-ce que vous en aviez pensé à ce moment? Monsieur Sarkozy a été le premier chef d'État à effectuer une visite au Japon après l'accident nucléaire. À travers lui, la France a apporté une aide considérable à la gestion de l'accident. Cela dit, M. Sarkozy, lors de sa venue, a clairement affirmé sa position en faveur de la poursuite du nucléaire. J'étais très reconnaissant à la France de l'aide qu'elle nous apportait pour gérer l'accident. Mais concernant la poursuite du nucléaire, comme j'avais radicalement changé d'opinion suite à l'accident, je ne partageais pas la pensée de M. Sarkozy. Ensuite, à Deauville, en France, au sommet G8, j'ai fait une déclaration selon laquelle le Japon devait sortir du nucléaire. Je l'ai rappelé à Deauville. Quelles leçons le monde doit-il tirer de la catastrophe de Fukushima? On ne sait ni quand, ni où, mais je veux que les gens du monde entier soient conscients du fait que la menace d'un grave accident pèse sur les gens du monde entier, sur nous tous. Il ne s'est écoulé que 60 ans depuis qu'on exploite industriellement l'énergie nucléaire. Il s'est pourtant déjà produit 3 graves accidents, Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. C'était donc 3 très graves accidents. On peut donc être certain qu'un autre accident se produira tôt ou tard quelque part. Il faut également penser à l'ampleur des conséquences lorsqu'un tel accident se produit. Dans le pire des cas, les dégâts provoqués sont aussi importants que ceux causés par une grande guerre. Certains spécialistes allèguent que les accidents d'avion ou de voiture causent beaucoup de morts, mais qu'on continue à utiliser les avions ou les voitures, même si on ne peut garantir que des accidents ne se produiront plus. Alors pourquoi en serait-il autrement pour le nucléaire, disent-ils? C'est qu'ils ne sont pas conscients de l'importance des risques encourus. Même si le risque ne se présente qu'une fois sur une période de 100 millions d'années, quand il s'agit d'un risque susceptible de provoquer la destruction de la planète, je pense qu'il ne faut pas le courir. Quand il s'agit de tremblements de terre, de tsunamis, d'éruptions volcaniques, d'une manière générale de cataclysmes naturels, les hommes sont impuissants à les empêcher. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tenter de limiter les dégâts causés. Dans le cas du nucléaire, les hommes peuvent empêcher la survenue d'un accident. Si on abandonne le nucléaire, évidemment, il n'y aura pas d'accident nucléaire. Il s'agit d'une catastrophe évitable pour les hommes. Quelle idée ou quel message voudriez-vous transmettre à des jeunes générations, aux enfants d'aujourd'hui, à propos de l'énergie nucléaire et de l'écologie? Je voudrais leur dire que les hommes ne peuvent vivre que parce qu'il y a la nature, le soleil, l'harmonie avec la nature conditionne nos vies. Et ça me semble important de le rappeler aux jeunes générations. Je pense aussi que le bonheur des hommes et l'avancée des sciences ne vont pas forcément de pair. Si les sciences évoluent, le bonheur ne grandit pas forcément. Je pense par exemple aux armes nucléaires, ou bien à la pollution,
et bien sûr aussi au nucléaire. Comment garder le contrôle de l'utilisation qui est faite de l'apport des sciences? C'est aussi un autre très grand enjeu, il me semble. Arigato gozaimasu.